Voilà. Pourquoi à l'époque de Mobutu, les communautés des territoires de Fizi vivaient en paix? Au moment où toujours il y avait, vous avez dit qu'il avait déclaré la zone comme la zone rouge. Donc, lui, il avait lutté contre le tribalisme. N'est-ce pas que dans les territoires de Fizi, c'est là où on trouve des pillages, on pille des vaches, il y a des incendies des maisons. On appelle la communauté Banyamuleng qui sont des Rwandais, ils sont des rwandophones, ils doivent rentrer chez eux au Rwanda. Et il y avait apparemment un chèque aussi parce que les communiqués qui devaient être signés à Doha, on l'a vu. Une signature est venue du porte-parole de l'AFC et une autre signature est venue de Kinshasa. La personne qui a signé, je ne sais pas à quel titre il a fait. Et ça montrait décidément qu'il y avait des problèmes. Je suis avec le député honoraire. Il va vous présenter son nom avec les choses qu'il a réalisées dans la vie. Honorable député, nous disons bonsoir. Bonsoir, cher ami journaliste. Avant tout, vous pouvez vous présenter devant toute personne qui nous écoute ce soir. Merci beaucoup. Je suis l'honorable Mohivu Angwebo Godefroy. Je suis député honoraire de la transition. J'ai été coopté par les mouvements RCD en 2003 lorsqu'il y a eu réunification. Mais avant cela, quand même, je suis passé par la sucrerie de Kiliba après avoir terminé mes études universitaires au niveau de l'université de Kisangani en 1987. J'étais engagé à la sucrerie de Kiliba comme chef de gestion des personnels de Kiliba. Cela m'a donné l'occasion d'entrer au niveau du comité directeur, on peut appeler ça comité de gestion pour le moment. Et dans ce domaine du personnel, j'étais quand même la plaque tournante avec un ami qui est décédé. Lui gérait les personnels de cadre. Moi, je gérais les personnels de l'ouvrier à la maîtrise. C'était les gros parce qu'il y en avait peut-être autour de 2500 à ce niveau-là, tandis que les cadres étaient autour de 500-600. Voilà, donc après, à l'avènement de la rébellion de 1996, j'ai fui, je suis allé au camp des réfugiés de Nyarugusu en Tanzanie, où j'ai passé seulement 8 mois, parce que j'ai appris qu'il y a un nouveau président au niveau du Congo à ce moment-là. J'ai décidé de quitter le camp, je suis rentré. Moins d'une année, il y a eu la guerre du RCD. J'y ai été invité et c'est de cette façon-là que j'ai été désigné par cette composante, ce mouvement politico-militaire comme administrateur du territoire d'Ouvira. Et bon, le mouvement, comme j'ai dit, m'a coopté pour aller faire le mandat de la transition à l'Assemblée nationale. Et de là, je suis rentré au Kivu pour m'occuper toujours de la politique parce que j'ai été conseiller du gouverneur. Et je suis passé directeur des cabinets du ministère de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Et aujourd'hui, je m'occupe de la réconciliation, les vivre ensemble, que j'ai commencé depuis 2001, effectivement. Je continue à sensibiliser la population via les médias, via les réseaux sociaux, sur la nécessité de revivre ensemble. Voilà. Comme vous venez d'annoncer que vous faites une activité de sensibiliser les gens de vivre ensemble, je sais qu'au Congo, c'est l'un des pays africains qui a beaucoup de problèmes sur
la question de nationalité, on trouve une grande partie de la population, ils se donnent courage de dire que non, ils sont de vrais Congolais, d'autres ne sont pas de vrais Congolais. Bon, c'est un problème que nous voyons surtout pour les personnes rwandophones et les Tutsis congolais, qui toujours aient des conséquences sur ce point. Mais quand vous voyez très bien, vous voyez des rébellions, tout ce qui se passe au Congo, les ressources, vous voyez ça, pourquoi au Congo on ne trouve pas la paix durable, surtout les rwandophones et les Tutsis congolais? Pourquoi avant d'entrer? Parce que vous dites que vous travaillez, vous sensibilisez les gens de vivre ensemble. Oh, c'est au Congo où les gens ne vivent pas ensemble. Comment vous trouvez cette situation au Congo? Oui, bon, c'est vraiment difficile à descendre jusqu'aux racines. Hein. C'est tout un livre, si vous voulez y revenir, c'est tout un livre, mais le constat est c'est clair qu'il y a intolérance. L'intolérance s'est transformée en conflit armé. Si ce n'est pas généralisé, c'est localisé à des endroits bien précis. Ça s'est localisé au niveau du Nord Kivu. Ça produit des vagues des gens qui sont allés en exil à l'étranger, dans des camps de réfugiés. Et ça s'est produit aussi au sud Kivu, notamment dans les Calais montagneux, à Uvira, Fizi et Mwenga. Et on vit franchement des véritables calamités où des gens ne vivent que constamment depuis 8 ans dans des camps de réfugiés, des terrains de déplacés, je m'excuse. Et toutes les populations ne sont pas épargnées parce que lorsque les groupes armés s'entretuent, se tirent dessus, ce sont des villages entiers qui fuient. Et la plupart des fois, c'était autour des camps de la MONUSCO, Mikenge, au niveau de Minembwe, quelque part, je pense dans le secteur de Tanganyika ou Mtambala. Ça doit c'est soit à cheval au niveau du Bogobogo, mais la MONUSCO est partie. Les populations sont restées. En tout cas, c'est risqué les vies comme ça parce que les armées peuvent venir, attaquer, chasser toutes les populations qui se retrouvent en errance pendant la saison des pluies et tout. Donc, c'est un problème, c'est compliqué à gérer. Je pense que c'est du devoir de l'État congolais de s'en occuper. Voilà. Selon vous, avant d'entamer la question que j'ai préparée devant moi, quelle est l'origine de ces conflits? On voit souvent il y a des rébellions au Congo. Bon, on ne sait pas, il y a beaucoup de réclamations, mais quand vous regardez, quelles sont les origines de ces conflits que nous voyons ici, qui ne se terminent pas en RDC? Écoutez, mon cher ami, les conflits, il y en a partout. Il y en a eu au Burundi. Ça s'est accentué en 1972. Il y a eu une guerre. Et ça a continué jusqu'à 1993. Mais les Burundais ont trouvé une solution. Ils se sont dit, tiens, bon, écoutez, nous n'arrivons pas à gagner. Personne ne gagne la guerre, ni les Hutus ne gagnent, ni les Tutsis ne gagnent. Ils ont fait un dialogue, je pense, à Arusha. Bon, ils se sont entendus sur les modalités de gestion de cette crise. Bon, vous savez, eux, c'était généralisé sur tous les pays. Ils ont dit, OK, bon, 40%, 60%, l'armée 60, 40, 60. Vous tous, c'est 40% dans l'armée. Je ne sais pas comment ils calculent les nombres. C'est-à-dire, si vous avez 600 militaires burundais qui veulent être engagés, on prend 40 Hutus, 40 Tutsis et 60 Hutus. Dans le gouvernement, la même chose. On a un gouvernement de 100 ministres. C'est pour que les proportions puissent être bien gardées. Vous avez 100 ministres. Si vous avez 100 ministres, ça veut dire qu'il y aura 40 ministres Hutus. 40 ministres Tutsis et 60 Hutus. Si je ne dis pas que les Burundais ont 100 ministres, prenons 10, 4 et 6. Donc, ils ont résolu comme ça et aujourd'hui, ça marche. Ils ont une rébellion, mais une rébellion qu'ils ont pu contenir. Hein, la fameuse Red Tabara, et ceux qui se sont déclarés dans le Nord,
Ils arrivent à maîtriser ça. Et parmi les rebelles, il y a de toutes les tendances tribales, ethniques. Ils ont réussi. Au Rwanda, il y a eu les génocides des Tutsis. Mais ils ont réussi à gérer ça. Parce que la crise, ça date de 1959. Et bon, il y a eu des départs et tout. Mais ceux qui sont arrivés au pouvoir à Kigali, ils ont résolu ça. Eux ne parlent plus des Hutus Tutsis et ont adopté une méthode. Ils disent je suis Rwandais. Tout simplement. C'est leur formule. La formule de dire Hutu Tutsi au Burundi, ça donne des résultats parce qu'ils s'y sont mis. Et au Rwanda, ils disent non, cette affaire de Hutu Tutsi, ça nous crée des problèmes. Plus question. Nous sommes que des Rwandais. Vous êtes intelligent, Tutsi, on vous prend. Vous êtes intelligent, Hutu, on vous prend. Vous êtes intelligent, toi, s'il y en a, je ne sais pas, on vous prend. Donc, et gère comme ça. Mais malheureusement, parce que, attention, nous, en psychologie et dans d'autres sciences, les conflits, c'est comme l'ombre de quelqu'un. Ça vous suit partout où vous êtes. Alors, il faut savoir gérer l'ombre. Mais nous, les conflits qui existent, on les laisse pourrir et ça explose en une guerre. Et voilà. Il ne faut pas dire les origines. Il y en a beaucoup. Je ne peux pas. La rébellion est arrivée. Mobutu a essayé de gérer. Les Banyamulenge qui étaient avec un problème avec les Babembe au sujet des vaches. Les Babembe, au lieu d'aller combattre, ils reviennent et bouffer les vaches des Banyamulenge. Pouf, conflit. Ils se sont combattus parce que les Banyamulenge sont descendus à Uvira, dire voilà, Kaniki, c'est ça le nom du major qui était là, qui était le commandant des opérations des fils Uvira pendant la rébellion. Les Banyamulenge sont allés dire nous rendons, nous combattons plus, nous sommes rebelles, mais nous venons nous rendre. Mais à une condition, nous vous aidons à maîtriser la rébellion qui est de l'autre côté. Parce que la guerre s'est terminée en novembre 1964. Elle est restée dans les montagnes sous forme de groupes résiduels et rebelles. Il fallait les exterminer. Bon, pas exterminer, neutraliser. Et les Banyamulenge, les jeunes, les Mushishi, les Tchunguti, se sont mis pour lutter contre les Babembe principalement, parce que c'était dans Fizi. Et ça marchait. Mobutu est arrivé en 65. Bon, ça c'était 66. Hein. Il était déjà là, mais il n'arrivait pas à venir à bout de la rébellion. Il est passé par les Banyamulenge qui l'ont aidé pour terminer la rébellion de 64, qui s'est prolongée sur 65-66. Et il a mis l'ordre. Lui a mis l'ordre. Il a dit, c'est lui, Tokomona na Mando Kirisus. C'est lui qu'on va voir encore avec une arme. C'est fini. Parce que là, il y avait ce qu'on appelle les bérets rouges. Et on avait déclaré tous les territoires de Fizi comme zone rouge. On tirait sur tout ce qui bougeait, même sur les bêtes. Vous êtes un homme, on vous voit, en tout cas suspect, pap, vous partez. Et là, je ne sais pas s'il y avait droit de l'homme, ça existait, je ne sais pas. C'est là qu'il y a eu des massacres terribles. Des gens sont morts. Et on a imposé la paix. Jusqu'à ce qu'il y ait encore dérapage, cette affaire, le conflit est revenu avec l'État qui a manipulé la Constitution et qui a rendu certaines personnes apatrides. Vous êtes là avant 1885, on vous dit vous n'êtes pas zaïrois, vous n'êtes pas recensé. Qui a créé les conflits? L'État lui-même. C'est aussi une origine de ces conflits. Donc, vous pouvez remonter aux guerres de 96, tout ça. Avant la guerre, il y avait la chasse aux Tutsis, tout ça. Ceux qui sont arrivés aussi, au lieu de dire non, et vous avez fait mal fait, les combattants des tribus Banyamulenge, ou ethnies Banyamulenge, eux aussi, ont agi par vengeance. Cette vengeance est restée jusqu'au niveau de 98, les guerres, la cause, les guerres de 96, 98, mal gérées par ceux qui l'ont conduit. Ceux qui les ont conduits, parce qu'il y en avait deux guerres. C'est pourquoi je conseille à nos amis qui sont là aujourd'hui avec l'AFC, il faut aller au Kivu avec beaucoup de pincettes. J'ai vu sur les images, ils sont entrés au niveau de aujourd'hui, nous sommes les 6, j'ai vu des images qui montrent
les rentrer au niveau pas Kaziba, au-delà, le Huinja. Huinja, oui, j'ai vu. Et là, il faut éviter. La population, il ne faut pas y toucher. C'est de l'or. C'est de l'or sur lequel vous construisez la révolution. Il faut instruire les combattants. Ne touchez pas. Vous allez vers Uvira Fizi, ne touchez pas. Demandez aux gens de remettre leurs armes. Celui qui ne remet pas, il est responsable de ce qui lui arrive. Mais la population civile, oh non, Fimbo et tout, non. Bâton, bastonnage, non. Il ne faut pas toucher. Nous sommes très sensibles au Kivu. Vous verrez, vous arrivez à Kalemi, tout le monde applaudit, tout ça. Hey, Caribou, tout ça. Ils partent jusqu'à Lubumbashi, même jusqu'à Kinshasa. Mais ici, c'est la sensibilité terrible. Ce n'est pas la force, oh non, ils vont lutter, ils ne vont pas entrer ici, non. Par la force, on peut y arriver. Mais vous y arrivez, après les dégâts, vous laissez la guerre derrière. Les tribus vont s'être tuées. C'est ce que moi, je dis souvent aux amis, des commandants et tout, faites attention, vous opérez au-delà d'Uvira, c'est la sensibilité. Les conflits ne reviennent, il y a moyen de le faire. Voilà. Pourquoi, à l'époque de Mobutu, les communautés des territoires de Fizi vivaient en paix? Au moment où toujours il y avait, vous avez dit qu'il avait déclaré la zone comme la zone rouge. Donc, lui, il avait lutté contre le tribalisme. N'est-ce pas que dans les territoires de Fizi, c'est là où on trouve des pillages, on pille des vaches, il y a des incendies des maisons. On appelle la communauté Banyamulenge qui sont des Rwandais, ils sont des rwandophones, ils doivent rentrer chez eux au Rwanda. Cher ami journaliste, je vous l'ai déjà dit que les conflits sont comme une ombre d'une personne. Même en famille, il y a des conflits. Dans les quartiers, il y a des conflits. Au niveau des communautés, à l'interne, il y a des conflits. Nous, ici, au Bafouli, on a des conflits entre nous. Les Babembe ont des conflits. Vous avez vos conflits. Mais tout ça, ça doit être résolu par des personnes. En famille, c'est les papas. Au niveau du quartier, c'est les chefs de quartier. Au niveau du territoire, c'est l'administrateur du territoire. Jusqu'au niveau du pays, c'est le chef de l'État qui doit gérer les conflits de son peuple. Alors, si un chef d'État néglige les conflits, la guerre arrive. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Même en France, là-bas, les jours où on va commencer à dire tous ces Noirs devenus... revenons aux États-Unis. Aux États-Unis, vous dites non, vous, Black, vous devez rentrer chez vous. Et ça se généralise. Mais les Noirs vont prendre les armes contre les Blancs là-bas. Il y aura une guerre. Mais eux, c'est géré. Vous prononcez Black, on vous écoute, on vous coffre. Et vous avez des grosses amendes. Vous aussi, vous dites à quelqu'un qu'il est pig, porc, comme la peau du blanc est blanche, qu'il est pig, on vous attrape, vous avez des problèmes. Donc, si chez nous, vous pouvez injurier quelqu'un, tout ça, on va vous rendre chez vous au Rwanda, tout ça, et on écoute. L'audio passe, et quelqu'un se dit, c'est moi tel. Il n'est même pas touché. Alors, comment voulez-vous? C'est une cause aussi des conflits, de l'aggravation des conflits. L'impunité de ceux qui sont auteurs des discours de haine. Cette punition n'existe pas. Je n'ai vu qu'un seul procès dans ce sens. Ça s'est passé au Lualaba. Je pense que c'était l'année passée. Au Lualaba, au niveau à Kolwezi. Il y a un Luba. Je m'excuse, je n'aime jamais parler des tribus. C'est un Luba, il faut le dire comme ça. Il a dit, Binoba Katangé, pour Katangé, vous allez nous voir, c'est nous les pouvoirs, etc. Ah, on l'a ramassé. Les magistrats se sont saisis du dossier. Ce type est en train de purger 12 mois de prison ferme avec des amendes. Alors là, c'est fini, hein, cette affaire Luba Katangé. Mais si on a, c'est un seul cas. Je n'ai pas connaissance, je suis vraiment dans les réseaux sociaux, je n'ai pas connaissance de notre procès dans ce sens. Il y a des gens qui ont dit, on va les tout dire, c'est pas moi quoi, je ne sais pas répéter tout ça. Et ils ont été accusés. Une communauté s'est plainte pour dire, on nous a injuriés. Les procureurs ont été instruits, Botika Mwana, laissez ces messieurs, parce que si vous touchez à ces messieurs à l'Est, on va marcher. Et il est là, avec des problèmes au niveau de l'Union européenne et tout ça. Il dit, mais vous jouez, vous me rendez la haine populaire.
L'Union européenne, vous allez me faire des sanctions. Est-ce que j'ai même un seul souffle chez vous en Europe? Il se gonfle les torses et dit, écoutez, vous avez perdu votre État, vous, Union européenne, vous me sanctionnez pourquoi? C'est l'État congolais qui devait dire, tiens, vous faites ça. Pas 3 mois de prison et on vous prend les mandats de députés. Qui va encore parler? Vous allez détester quelqu'un, vous n'allez même pas parler parce que si vous parlez, on vous punit. Et comme il y a impunité, eh bien, les victimes se disent, il n'y a pas d'autre solution. Je prends les armes. Parce qu'il n'y a aucune autre solution. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend les armes. Va-t-il vraiment continuer à subir l'humiliation jusqu'à ce qu'on lui ôte la vie, on lui prenne tout? Il va dire, je prends les armes. Qu'est-ce que vous allez lui reprocher quoi? Vous êtes communauté internationale, ONU et tout. Vous allez supporter que vous-même, ONU, vous avez sanctionné, mais l'État n'a pas sanctionné. La personne est libre. Ces gens-là se disent, non, on est en droit de nous défendre. Nous allons imposer que demain, il y ait une loi qui condamne ça et que ça soit appliqué. Voilà la raison de ces histoires cycliques et tout ça qui commence par les Kivu. Ça ne se passe même pas en Angola, où il y a des communautés qui sont transfrontalières. Ça ne se pose même pas au niveau du Grand Nord, où les Nandés sont en Ouganda et d'autres Nandés. Les Nandés en Ouganda qui sont les Bakonzo et au Congo, ce sont des Nandés. Ça ne se pose pas. Mais pourquoi les Nandés de l'autre côté n'injurient pas les autres communautés ne les injurient pas pour dire vous êtes Ougandais? Non. Mais c'est seulement ici, yo Rwandais, vous êtes Rwandais. Je vais vous faire rire. Peut-être pas rire de regretter. Un très grand politicien est allé au Nord Kivu, à Beni. Il est descendu à Goma. Il dit, namoni kuna bilongi ya balkanisateur. Et je suis allé à Beni et à Goma, j'ai vu les visages des balkanisateurs. Un grand monsieur qui devait être président de ces pays. Je suis en train de penser même que peut-être que c'est à cause de ça qu'il n'a pu décrocher la magistrature suprême, qu'on l'a confié à quelqu'un d'autre. Il a dit ça. Un responsable religieux a fait la même chose. Il dit, Bananzambe, Nakeikuna, fils de Dieu, je suis allé au Nord Kivu, j'ai vu les vrais visages de la balkanisation. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu les Tutsis. Il a vu les Tutsis. Il dit, j'ai vu le visage des balkanisateurs. Cher ami. Et vous allez être à Kinshasa dire que la rébellion mais comment vous allez être responsable, vous êtes la cause. Vous avez parlé des causes. Voilà, monsieur. Ok. Vous savez, aujourd'hui, il y a de l'actualité qui se passe dans toutes les radios du monde, sur les réseaux sociaux. On se demande, comme vous êtes un analyste et un acteur politique, quelle chance donnez-vous aux accords de paix entre le Rwanda et la RDC aux États-Unis et à Doha? Ça c'est un sujet très long et lourd. Je vais commencer par Doha. Oui. Bon, la guerre prenait son cours. Vous avez entendu les processus de Nairobi, Luanda et tout, ça capotait. Au moment où le chef d'État angolais a été vraiment lassé. Il a dit, je jette l'éponge. Union africaine, je jette l'éponge, je ne sais pas continuer. Parce qu'il y a eu beaucoup de caprices, tout ça, de part et d'autre, des partis engagés dans les négociations. Il a jeté l'éponge. Et écoutez, c'est toujours cette communauté internationale qui essaye de dire arrêtez tout ça, retrait des troupes, c'est pas moi, on vote les résolutions et tout. La plupart des fois, vous votez la résolution sans mesure d'accompagnement, sans mécanisme d'accompagnement de la résolution. Ça finit par ne pas être appliqué. Vous dites qu'il faut que les Rwandais retirent ses troupes. Bon, avez-vous recensé ces troupes du Rwanda? Combien de blindés ils ont sur le terrain à Rutshuru,
c'est pas moi, aujourd'hui à Katogota, dans les territoires d'Ouvira, aujourd'hui à territoire de Walungu, à Luinja, quel matériel il y a des Rwandais? Vous avez des troupes des Rwandais là-bas? Bon, ça pose problème. Donc, et avec ça, une résolution ne s'est pas passée parce qu'on s'est heurté à sa faisabilité. Comment on va le faire? Quand vous dites que non, nos troupes, les M23 doivent se retirer de Bukavu et de toutes les zones qu'elles contrôlent. Bon, comment ça va se passer? Par la force, une force internationale, il y en a ici. Ou sous-régionale, il y en a ici. Alors, est-ce qu'on va revenir pour dire l'ONU a échoué? Ils analysent, ils disent on est allé vite en besogne. Appeler ces gens pour qu'ils se rencontrent, c'est ça Doha. Doha arrive pour dire écoutez, Congolais, parlez-vous, et les langages changent, des pantins, des criminels et tout. Vous avez vu que ça. On a mis un peu d'eau dans les. Non, pas dans l'huile, dans le vin. Pour dire non, écoutez, ça c'est un langage qui met du feu, de l'huile au feu. Pantin, ça passe par AFC M23. Même si les gens confondent AFC M23, c'est une tautologie parce que l'AFC c'est Nanga non. Écoutez bien. L'AFC, c'est une coalition qui mène la révolution, qui mène la guerre. Une coalition de 3 composantes. La composante qu'incarne Nanga et son parti qui n'est pas encore connu, ce n'est pas un secret. Tous les Lawrence Kanyuka et tous les autres qui gravitent autour de Nanga constituent une composante avec d'autres qui ne sont pas encore connus. Ça va? Il y a l'M23 de Bertrand Bisimwa, avec aussi ces cadres politiques. Il y a le MRDP, Mouvement républicain pour la dignité du peuple, Bartugwaneo, qui a commencé avec Feu Makanika, qui est aujourd'hui avec Sematama, avec d'autres personnalités politiques du Sud Kivu, et du Nord Kivu, et du Congo en général. C'est ça l'AFC, Alliance Fleuve Congo. Lorsque vous dites AFC M23, c'est un peu compliqué. Il faut alors ajouter AFC M23 et MRDP. Ou alors dire tout simplement AFC. Ce serait mieux que de dire seulement AFC M23, c'est un peu compliqué. Donc, la guerre, non, coupé, j'ai perdu. Je disais que la rencontre de Doha, c'est en fait le prolongement de ce qui s'était passé en Angola, parce qu'il y a eu échec du processus d'Angola, et Doha a pris. À ce moment-là, le langage a changé. Et on a parlé de ça, le langage a changé. Les gens se sont rendus compte qu'il fallait quand même baisser la tension. Et ça n'a pas pris longtemps, et 3 semaines, je pense seulement. Les résultats paraissaient vraiment pas satisfaisants. Et il y avait apparemment un échec aussi parce que le communiqué qui devait être signé à Doha, on l'a vu. Une signature est venue du porte-parole de l'AFC et une autre signature est venue de Kinshasa. La personne qui a signé, je ne sais pas à quel titre il a fait. Et ça montrait décidément qu'il y avait des problèmes. Et c'est ainsi que les Américains se sont mêlés avec Boulos, les chargés, on appelle ça l'envoyé de Trump au niveau de l'Afrique, quoi. Grand Lac spécialement, qui a fait des navettes Kinshasa, je pense qu'il était à Kigali, Nairobi et tout. Et comme vite fait, accord, on signe la déclaration des principes. Alors, ce qu'on appelle déclaration des principes,
Beaucoup de gens disent, c'est toute l'opinion au niveau du Congo, oh non, ils ont déjà signé, ils donnent même beaucoup de... Vous voyez les réseaux sociaux, ils parlent des retraits, c'est pas moi quoi, les minéraux et tout. Alors, chacun il va à sa manière. Et pour moi, et ce n'est même pas pour moi, c'est ça la réalité, on a fait ce qu'on appelle, d'ailleurs le chef de l'État, Tshisekedi, est revenu sur ça, il a dit, nous avons signé une déclaration des principes. Ça veut dire, nous sommes dit, nous pouvons parler de 1, 2, 3, 4 et 5. C'est tout. Il n'y a pas eu de discussion sur chaque point. Je me suis mis à vérifier. Je ne vais pas tout dire ici, mais parce que ça peut prendre beaucoup de temps inutilement. Ils ont signé au moins 12 principes pour qu'il y ait retour de la paix entre la RDC et le Rwanda. Au moins 12 principes. Cette affaire de mettre ensemble, gérer le tourisme ensemble, que les minéraux puissent quand même profiter aux Congolais et que ça resterait aussi ouvert aux voisins qui viendraient de manière officielle les chercher, que les entreprises américaines pouvaient s'installer soit au Congo, soit au Rwanda, qu'il fallait respecter la souveraineté de chaque État. Il y a au moins 12. Et moi, la sécurité, bien sûr, c'est la présente guerre. Moi, je voudrais revenir sur la sécurité aux frontières entre le Congo et le Rwanda. Parce que lorsque vous parlez de souveraineté, c'est d'abord une question de frontières. Quelle est la situation aux frontières? Moi, je suis très, très sceptique, dubitatif même, à penser que une signature dans ce sens poserait des gros problèmes d'applicabilité. Pas application, applicabilité. Comment est-ce que j'analyse ça? Je prends du côté du Congo. La RDC dit c'est le Rwanda qui soutient l'AFC avec son armée ARC, Armée révolutionnaire congolaise. Et le Rwanda dit le Congo soutient le FDLR. Alors, à partir de ces deux situations-là, alors je me mets comme vraiment connaissant la région et l'état d'esprit et des Rwandais et des Congolais. Je me dis que ça c'est la signature d'un accord global, si je peux l'appeler comme ça, à la manière de l'accord global et inclusif de Sun City. En décembre, je pense, si j'ai bonne mémoire, 2002, un accord global et inclusif entre les Rwandais cette fois-ci et le Congo. Pas entre les Congolais, parce que Sun City c'était entre les Congolais. Cette fois-ci, cet accord qu'on est en train de penser qu'elle va avoir lieu, va achoper à ce niveau-là de la sécurité aux frontières. Les Rwandais, les Congolais vont demander à ce que parce que c'est ce qu'ils ont déjà proposé, à ce qu'il y ait les retraits des troupes rwandaises déployées en RDC. Alors moi je me pose la question vraiment, j'ai réfléchi comme ça. Comment ça va se passer? Y aura-t-il vérification de quoi? Des faciès? De la langue parlée? Des identités, des cartes d'identité pour chaque militaire de l'AFC? Lui poser la question, vous êtes de quelle province? Comment on le ferait? Parce que je ne pense pas que les Rwandais acceptent que, même maintenant, je n'ai jamais entendu les Rwandais disent moi j'ai des troupes au Congo. À moins que ce soit moi qui soit sous-informé, je ne sais pas. Comment cette fois-ci, à ce niveau-là, ils vont dire ok, nous en avons autant, brigade autant, tout ça, je ne sais pas. À moins que ça soit un peu un miracle. Je ne sais pas. Deuxième problématique. Avant la deuxième problématique, vous connaissez que au niveau des hauts plateaux, les Tougouanais, ce sont des Congolais.
Les Twigwanao de Makanika, ils sont des Congolais. Alors, comment on saura que ces Twigwanao, il y a aussi des Rwandais? Vous allez faire quoi pour les dénicher? On va poser la question au chef de secteur de Lulenge. Vous qui connaissez les familles ici, venez nous dire si tel militaire est congolais ou rwandais. Comment ça va se passer? C'est ce que moi, je voudrais que les gens qui m'écoutent me disent. Ça se passera comment? Vous allez dans les Rutshuru. Moi, j'étais là. J'ai vu des militaires. Que ce soit des Hutus, que ce soit des Nandais, que ce soit des Tutsis, que ce soit... Mais comment vous saurez que ces militaires-là, cette brigade-là, ce sont des Rwandais ou ce sont des Congolais de Massissi, Rutshuru, et Nyiragongo et Goma? Vous saurez comment? Premier problème aux médiateurs. Ça va être un problème. À ce qui concerne les revendications du Congo qui disent, les Congolais qui disent, retirez-nous vos troupes qui sont au Congo. Les Rwandais vont dire leur opposer, moi je n'ai pas de troupes. Oh, les drones s'achètent sur le marché mondial aujourd'hui. Vous allez au Vietnam, vous en achetez. Il y en a des super au niveau de Turquie. Comment on va savoir que ça, ces drones que possède l'ARC, c'est un équipement des Rwandais ou c'est acheté ailleurs? Comment on saura? C'est marqué RDF sur ces drones-là. C'est un problème. Ce sera compliqué. Deuxième problématique. Lorsque les Congolais disent retrait des troupes de l'ARC, qu'ils quittent toutes les zones occupées. Ils appellent ça occupées. L'ARC dit les zones libérées. Alors, c'est comme pour dire, ok, monsieur Sematama, avec vos troupes là, vous êtes de l'ARC, vous quittez. Vous quittez les hauts plateaux, vous irez où? C'est de Kageregere, Muramvia, c'est pas moi, Kamombo, je ne vais pas citer les lieux de cantonnement, je n'en connais pas, je cite seulement les villages. Et c'est pas moi où ils sont aujourd'hui. Mikenge et tout, quittez. Pliez vos bagages. On amène un avion, des gros hélicos, on les embarque, on les amène où exactement? Alors, les amis qui vont gérer cette question voudront déjà commencer ils doivent déjà commencer à préparer. Où seront les troupes de Twigwaneho? Ils vont les amener où? Où iront les troupes de l'ARC qui sont à Bukavu, tout ça? Ce sont des jeunes d'ici. Il y en a. Notamment leur chef Betrabi Simwa. Biamungu et tous les militaires qu'il y a. Ils vont où? Le général Biamungu, il va aller où? Chez lui, c'est Bunyakiri. Quand vous dites qu'il quitte, qu'il aille où? Parce qu'on l'a chassé d'ici, on l'a emprisonné, on l'a laissé. Et à un moment donné, il est revenu pour dire, ok, mais je ne suis pas satisfait de ça et ça et ça. Est-ce qu'on aura déjà satisfait à leurs revendications pour leur dire, vous pliez bagages? Où est-ce qu'ils vont aller? Un camp de réfugiés? Quelque part en Amérique, je ne sais pas moi, en Alaska, où on va leur dire, voilà votre état. Parce qu'ils revendiquent les retours. Ces gens-là, je pense que je l'avais déjà dit, ce sont des fils de réfugiés. Alors, ils continuent à rester dans les camps. Vous les ramenez là-bas. Ce sera un problème pour résoudre cette question de retrait. Retrait pour aller se cantonner où? Encore à Bunagana, pour que les blindés, les hélicoptères viennent pour les traquer et les obliger à rentrer en exil. Est-ce que c'était possible? Ce n'est pas faisable. Cette affaire n'est pas faisable. Vous venez maintenant du côté du Rwanda. Les Rwandais réclament aux Congolais les FDLR. Naturellement, les Congolais vont dire nous ne les connaissons pas. Ce sont des vieux, d'ailleurs, ils sont inaptes, tout ça, ils ne peuvent plus servir. Apparemment, si vous prenez 94, ceux qui avaient votre âge, ceux qui ont tué au Rwanda,
94 et plus une trentaine d'années déjà passées aussi. Ça fait 31 ans. Alors, mais ces gens, apparemment, ils ont 60 plus. Hein. Est-ce qu'ils sont encore à mesure de courir dans les montagnes pour faire les FDLR? Apparemment, à première vue, c'est non. Mais il y a eu des enfants. Il y a eu des Congolais qui sont aujourd'hui dans les FDLR, qui prennent ça comme étant leur idéologie. Quand vous prenez les Niatura du Nord Kivu, ce sont des Congolais, mais avec l'idéologie des FDLR. Ça va se passer comment? Est-ce que les Congolais vont prendre des Niatura et dire allez au Rwanda, chers messieurs? Ou alors accueillir à bras ouverts les Tutsis que vous avez chassés en 94 avec les FDLR, pas FDLR, à cette époque-là on les appelait les Interahamwe, avec qui vous avez servi pour chasser les Tutsis. Est-ce que le gouvernement congolais va dire nous les connaissons? Le gouvernement congolais va refuser. Même s'il y a des preuves. Vous avez vu même lorsqu'on a l'M23, l'ARC a capturé sur les champs de bataille des FDLR. Les Congolais ont refusé, ils ont dit non, c'est faux. Ce sont des gens que Kigali utilise pour déranger les Congos. Il faut revenir sur cette rhétorique-là et ça va bloquer. Donc les problèmes du M23 et les problèmes du FDLR, ces deux-là vont bloquer l'accord sur la paix au niveau des frontières. Voilà, c'est ça mon avis, moi je pense que ça va arriver là. Moi je connais l'état d'esprit et des Rwandais et des Congolais. Ça ne marchera pas. Ils ne vont pas s'attendre là-bas et l'accord va capoter et la guerre va reprendre. Aux grandes dames de la communauté internationale. Voilà. Quand on dit qu'on a besoin des retours des réfugiés, est-ce qu'avec l'armée congolaise que vous connaissez très bien, qui tue eux-mêmes tue les civils, comment vous trouvez cette question? Les gens disent que non, il faut que le réfugié rwandophone et les Tutsis rentrent chez eux. Maintenant, est-ce qu'ils ont prévu d'abord ceux qui vont sécuriser ces militaires Tutsis congolais, pardon, ces réfugiés congolais? Quand vous voyez très bien, là où les zones contrôlées par l'armée congolaise, eux-mêmes sont des ennemis de la population. Ils ne savent pas même protéger. Est-ce que quel est le réfugié qui va accepter de retourner chez lui au moment où les FARDC eux-mêmes ne savent pas garder la sécurité? Est-ce que c'est eux qui vont garder la sécurité de ces réfugiés ou bien on va former autre armée qui va sécuriser le retour de ces réfugiés-là? Vous m'avez rappelé quelque chose d'important. C'est ça le point d'achoppement encore de cette affaire. Parce que l'AFC pourrait dire, écoutez, je mets sur la table la question du retour des réfugiés. Et là, certaines personnes disent, ah mais pourquoi ils veulent parler des réfugiés alors que les réfugiés seulement qui sont au Congo, qui sont au Rwanda et en Ouganda? Non, c'est pas ça. Il y a des réfugiés congolais dans toute l'Afrique et dans le monde. J'ai entendu dire les amis de l'AFC, ils disent c'est le retour des réfugiés, de tous les réfugiés congolais qui sont dans les pays voisins et au-delà. En Afrique du Sud, c'est plein de réfugiés congolais qui rentrent, reconstruire le pays. C'est ça. Mais ceux-là qui vont poser les problèmes, ce sont les réfugiés rwandophones, surtout les Tutsis. Parce que les Congolais disent, les autres Congolais disent, les autres ethnies disent, les Rwandais voudraient nous mettre au Congo des réfugiés, des gens d'autres Tutsis rwandais. Moi je dis non, les Tutsis rwandais là, il ne viendra pas, il va habiter où? Il va aller à Minembwe, vivre à Minembwe. Est-ce qu'il a son Kisambu là-bas? Kisambu signifie là où vous cultivez. Qui va lui donner le Kisambu? Ce sera difficile. Est-ce qu'il sera à Kilorwire? Au Massissi, dans les Massissi, chacun a quelque part où il cultive. Dans les Rutshuru, même chose. Vous allez trouver un espace libre où un Tutsi va venir de Gikongoro, c'est pas moi. On l'amène ici pour dire, bon, allons au Congo. C'est pas vrai. Mais le problème, c'est qu'on va dire pas question. C'est affaire il faut voir clair. Ces gens-là, ils voudraient nous amener des peuplades. Les vidéos sont passées. Il y a une dame qui parlait là-bas, il passait, il dit non, tu n'as rodé à quoi tout ça. Je la connais. Moi, je la connais personnellement. Même son jeune âge, une femme toute Bunyamulenge là-bas. Les gens ont fait passer des vidéos
ils ont amené à Kinshasa. Voilà, l'AFC a commencé à importer des Rwandais vers le Congo. Non, cette dame est de Swat Bijom, quelque chose comme ça. Vous avez suivi cette vidéo-là? Oui, je l'ai suivi. Voilà ce qui va se passer. C'est ça. Ça veut dire qu'il y aura un problème très sérieux de retour des populations rwandophones, surtout Tutsi. Ça s'est passé en 2004. Vous voyez l'affaire de Mutebutsi, tout ça. Les gens ont fui Uvira. Ils sont allés à un moment donné. Au retour, ils ont passé 3 jours dans les no man's land, le terrain neutre, hein, la zone neutre là. Ils sont restés 3 jours avec les enfants dans les moustiques. On leur a dit, vous ne pouvez pas entrer à Uvira. Vous êtes des Rwandais, rentrez. Est-ce que ça va changer? Qui cette fois-ci va superviser ces retours-là? C'est aussi un point d'achoppement qui va faire capoter l'accord global qui sont en train d'être négociés. Et à Doha, à moins que l'on dise on sacrifie. Si on sacrifie cette affaire-là, la guerre c'est dans 2 ans. Elle revient. Si on ne tient pas compte de cette affaire-là de retour des réfugiés, des considérations du fait que les communautés doivent revivre ensemble, la guerre c'est dans 2 ans. 2 ans seulement. Voilà. Mais j'avais posé la question, qui va sécuriser le retour de ces réfugiés? Parce que quand vous voyez très bien, les militaires que nous avons, ils ne sont pas capables de sécuriser les Tutsis congolais et d'autres rwandophones. Mais on les voit très bien qu'ils ne sont pas capables. C'est ce que je vous dis. Parce que là-bas, à moins que l'on dise qu'on amènera les Européens pour superviser ça. C'est comment? Est-ce que les Européens saura distinguer? Est-ce qu'eux savent, tel que vous me voyez, moi, toi et moi, moi je ne suis pas tous, toi tu es tous. Tu es sûr et certain que les Européens qui viennent, une fois de l'Union européenne, saura nous distinguer, nous deux, pour dire que non, vous, non, je vous connais. C'est seulement l'armée de la République. Une armée qui est républicaine, qui est apolitique, qui est neutre, qui ne se mêle pas des histoires de tribus, tout ça. Il y en a. Je me souviens, je vais m'excuser de le dire, je ne vais pas citer où il est déployé. Il y a un commandant des FARDC qui frappe sérieusement les Wazalondo pour dire non, vous n'allez pas attaquer ces gens. Non, vous n'allez pas attaquer ces gens, vous êtes tous des Congolais. Il vient de quelque part de l'Équateur, ces commandants-là. Et ils sont... ces histoires de tribalisme, ça n'existe pas. Chez eux, ça n'existe pas. Et ils s'insurgent contre ça. Vous n'allez pas... Je ne dis pas qu'il faut prendre les militaires à l'Équateur, non. Je voudrais tout simplement dire, tout Congolais bien passé dans un centre de formation, spécialement pour lui enseigner l'histoire du Congo et la géographie du Congo, pour lui dire que Massissi, c'est le Congo. Rutshuru, c'est le Congo. Goma que vous voyez, c'est au Congo. Et les gens qui sont là, qui sont des natifs de là, des autochtones de là, ce sont des Congolais, ce sont des Rwandais. L'armée doit avoir ça. Ce n'est pas de la politique, c'est de l'histoire. Un militaire doit connaître ça. N'est pas bon, non. Il faut qu'il y ait une armée républicaine qui sache protéger tout le monde, y compris, il faut dire ça, y compris tous les étrangers. Même si ces Rwandais venaient ici, il faut que les Congolais les protègent. Nous sommes protégés au Rwanda. Osez toucher un Congolais au Rwanda ou en Ouganda ou en Tanzanie. Mais on vous coffre sérieusement. Alors, a fortiori les Congolais, pourquoi ne pas les protéger? Voilà. Donc, je pense que cette affaire de réfugiés, ça doit se régler. Parce qu'elle fait partie, cette affaire-là, fait partie des problèmes qui nous amènent des guerres tout le temps. Il faut que ça s'arrête. Et tous les Congolais doivent être conscients de ça. Doivent avoir ça en tête. Que notre sécurité, que nous soyons superpuissance demain, mais si nous n'arrivons pas à nous mettre ensemble, les divisions vont éclater entre nous et nous allons toujours nous battre. Il y aura toujours des guerres. Voilà. Nous vous remercions pour avoir répondu à toutes les questions. Nous disons à nos invités de nous continuer à nous suivre sur
Le Grand Lac TV, c'est ça notre chaîne YouTube. C'est lui qui clique seulement sur YouTube, vous cliquez sur Grand Lac TV, vous trouverez toutes les informations et d'autres dialogues et d'autres discussions, d'autres débats. C'est là où vous allez trouver ça. Nous disons merci à tous et à toutes. Merci beaucoup, cher journaliste. Merci beaucoup.